Très bien, bah écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir au nom de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde pour ce webinaire organisé dans le cadre du festival One Health 2026 en écho au sommet Une seule santé qui se tient actuellement à Lyon, qui a commencé il y a quelques jours et qui place au premier plan dans les discussions internationales aujourd'hui les liens entre la santé humaine, la santé animale, la santé végétale et l'intégrité des écosystèmes. Parmi plus de 200 événements qui ont été labellisés Festival One Health sur la planète, nous sommes très heureux à la Fondation Farm de pouvoir organiser ce webinaire qui vise à partager, malheureusement pas le repas de midi ensemble parce que vous êtes sur votre poste déjeuner, mais en tout cas partager des compréhensions, des visions et surtout montrer à quel point toutes ces santé animales, végétales, humaines et des écosystèmes sont liées. La Fondation Farm, elle a souhaité se mobiliser dans cette dynamique parce que l'approche One Health, elle est au cœur des grands enjeux agricoles et alimentaires que sont notamment prévenir les crises sanitaires et zootechniques, hein, les maladies qui touchent les animaux, qui peuvent aussi voyager entre les animaux et les humains et les écosystèmes, mais aussi, parce que c'est au cœur de notre action au sein de la Fondation Farm, renforcer la sécurité alimentaire dans les pays en développement, adapter les systèmes de production, qu'ils soient végétales ou animaux, au changement climatique, aux pertes de biodiversité, aux grands enjeux qui touchent aujourd'hui sur le plan environnemental les capacités de production, tout en accompagnant les agriculteurs, les éleveurs et les professionnels de l'agriculture et des systèmes alimentaires dans ces transformations ou ces transitions. On a souhaité aujourd'hui proposer un regard qui est nord et sud. On est très content de pouvoir associer des participants et des panélistes à ce regard qui permet de croiser les questions et les solutions. À, en participant à ce festival, Farm entend contribuer au débat en apportant son expertise sur les systèmes agricoles et alimentaires, en mettant aussi en lumière les expériences de terrain et en favorisant le dialogue entre chercheurs, décideurs, qu'ils soient publics ou privés, mais aussi des professionnels, des acteurs du développement, afin que toute l'agriculture soit pleinement reconnue comme un levier de santé globale et de stabilité économique et géopolitique, parce que derrière cette condition d'une seule santé, il y a bien sûr des revenus des producteurs, des revenus des transformateurs et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations à travers la planète. Alors, je voudrais dire un grand merci aux intervenants et aux intervenantes que je vais présenter plus en détail au cours de ces webinaires qui se sont mobilisés pour participer à cet échange aujourd'hui. D'ores et déjà, je vous le dis, parce que vous êtes déjà nombreux à vous être connectés et on vous remercie, vous pouvez discuter dans le chat. N'hésitez pas aussi à vous présenter, dire d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites. Ce chat est aussi un lieu de discussion, de communication entre nous. Étant donné le grand nombre de connectés, on n'a pas pu ouvrir tous les micros pour qu'on puisse se présenter. Mais faites-le dans le chat et surtout, posez vos questions. Vous pouvez les adresser aux panélistes, aux participants. Et à la fin de ce temps d'échange, eh bien, on les diffusera, on les partagera et nos panélistes essaieront d'y répondre. Alors, comment va être organisé ce webinaire? Il va être organisé en plusieurs temps. On va commencer par écouter Christian Huyghe, qui est le président du conseil scientifique de la Fondation Farm, pour proposer un cadrage à la manière dont les questions de santé globale et d'une zone santé s'intègrent avec l'agriculture. Et puis ensuite, on aura une séquence qui sera plus orientée retour d'expérience, de témoignages, avec notamment des focus sur certaines santé, certaines filières également. On donnera des exemples aussi avec des acteurs de terrain et qu'on remercie encore de s'être mobilisés pour ce temps d'échange entre midi et deux, où vous soyez sur la planète. Et puis, comme je vous le disais, on finira par une séance de questions-réponses, de discussions et d'échanges pour qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Christian Huyghe, qui est président donc du conseil scientifique de la Fondation Farm. C'est un spécialiste reconnu des systèmes de production et d'innovation, notamment d'innovation variétale, engagé depuis de longues années sur les enjeux de durabilité en France, en Europe et dans le monde, mais aussi les questions de transition agroécologique.
notamment à l'INRAE, où il a fait une grande partie de sa carrière, où il a été directeur de l'agriculture à l'INRAE. Hein, et Christian met en particulier l'accent sur le rôle de la recherche agronomique pour concilier à la fois production, environnement et santé globale. Alors Christian, on lui a demandé de nous expliquer pourquoi est-ce que l'agriculture pouvait être un levier One Health, quelles étaient les interactions entre pratiques agricoles, santé humaine, santé des écosystèmes, et puis de nous partager aussi sa vision de l'enjeu des transformations en cours dans les systèmes de production. Donc Christian est avec nous. Christian, je te laisse la parole pour voilà une petite dizaine de minutes de propos introductifs. Bonjour, je vous remercie de votre présence et merci pour l'invitation à introduire ce webinaire. Bravo pour l'organisation, bravo à Mathieu Brun et à Thibaut Soyer pour l'énergie consacrée au montage de ce temps de présentation, de discussion autour de la question de One Health. One Health, c'est un sujet important, c'est le sujet d'un forum mondial en cours à Lyon, qui a regroupé en début de semaine nombre de personnalités politiques et scientifiques du monde entier. C'est dire l'importance du sujet, à la fois comme un objet de recherche, comme une question pour les économies, la santé des populations et aussi une question politique importante. En effet, les enjeux de santé sont considérables. Alors on les regarde encore beaucoup à l'aune de la santé humaine ou de la santé animale, mais elle couvre, et c'est l'objectif de One, dans One Health, de regarder l'ensemble des dimensions sanitaires pour les hommes, les animaux, les plantes et le milieu. Il n'y a en effet plus aucun doute aujourd'hui quant au fait qu'il y a des liens très forts, qui sont à la fois des liens démontrés de façon, enfin des liens corrélatifs, mais aussi des liens de causalité entre la santé humaine, la santé des animaux et la santé de l'environnement. On le voit par la mesure du nombre de zoonoses qui augmente, démontré aussi par les transmissions au travers des barrières spécifiques, les phénomènes de vectorisation qui augmentent, et puis aussi les conséquences de l'exposition et de la pression liée aux xénobiotiques, ce que l'on met sous le terme d'exposome. Tout ça montre qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion extrêmement globale. Et en même temps que l'on a cette question de l'exposition et des risques qui augmentent, on doit aussi considérer que les solutions conventionnelles pour assurer la santé, et en particulier la santé des hommes, des animaux et des plantes, les solutions conventionnelles sont amenées à s'appauvrir par perte d'efficacité des substances utilisées, augmentation des résistances que l'on voit dans le cadre des résistances aux antibiotiques, aux anthelmintiques, aux pesticides. Les changements d'allocation des sols vont modifier et vont avoir une incidence là-dessus. En effet, les changements d'allocation des sols que l'on mesure dans les différentes régions du monde augmentent les surfaces de contact entre les espèces sauvages, les espèces domestiques et l'homme, et donc augmentent les risques. Et puis, autre élément important qui change beaucoup la donne, c'est le changement climatique qui vient modifier l'aire de répartition des espèces, et notamment l'aire de répartition des vecteurs. Le moustique tigre en est une illustration. Alors One Health, je vais dire dans un paysage comme ça, qu'est-ce que One Health change? En fait, One Health est un changement de paradigme, en ce sens où il contient des changements absolument majeurs. J'en identifie 3 pour introduire ce webinaire. D'abord, One Health nous invite à sortir d'une vision qu'on pourrait qualifier pasteurienne de la santé. En effet, aujourd'hui, on hérite d'une situation où la santé elle est considérée comme l'absence de maladie, comme l'absence de troubles. Et donc, dans cette situation-là, il suffit d'éliminer une source, ou d'isoler un individu, ou d'isoler un bioagresseur, et de l'éradiquer. Et cette situation montre aujourd'hui ses limites. Et donc, pour quitter ça, et c'est un peu l'invitation de One Health, on cherche à rendre les milieux dans lesquels on vit beaucoup plus résilients à des émergences. On cherche à augmenter les régulations biologiques ou les régulations naturelles. Et c'est ce rôle-là, cette question-là, qui est très présente quand on parle du rôle de la biodiversité, qui, pour certaines dimensions, sont vécues comme étant une augmentation du risque, et pour d'autres, l'augmentation de la biodiversité dans les milieux permet d'augmenter leur résilience. Ça, c'est le premier changement majeur. Deuxième changement majeur, c'est le fait de connaître chaque jour un peu plus le fait que le vivant est extrêmement complexe. On a, et je l'ai déjà mentionné, on a des liens très profonds, mécanistes, entre les différents compartiments du vivant, humain, animal, milieu,
et végétales. Mais ce qui est extrêmement important dans ce lien, c'est le rôle de la couche microbienne, qui est une découverte. On connaît depuis longtemps les micro-organismes, mais aujourd'hui, la grande avancée, c'est découvrir le, la richesse des structures de ces communautés microbiennes, que d'ailleurs on qualifie de microbiote aujourd'hui. Découvrir le fait qu'elles ont des fonctions et que c'est la communauté qui a des fonctions plus que chacune des souches et des espèces qui les composent. Connaître et découvrir les transmissions horizontales de ces microbes et puis montrer qu'il y a une relation extrêmement forte entre les micro-organismes et l'organisme supérieur qui l'héberge et ce que l'on va dès lors qualifier d'holobionte. Les travaux qui sont aujourd'hui faits sur le microbiote humain, sur sa constitution, son effet sur les maladies chroniques non transmissibles, sont absolument passionnants et je vous invite à lire les travaux notamment de Joël Doré sur ce sujet-là. Ceci ouvre un univers nouveau, absolument incroyable, d'une richesse inouïe. C'est un peu comme si on vivait dans un appartement et on vient de découvrir une porte au fond de l'appartement, on ne connaît pas absolument, on ne connaît pas la taille, la richesse de ce qu'il y a derrière, mais mon sentiment, c'est que c'est un changement absolument majeur. Et pour montrer l'importance de ça, je voulais mentionner le fait que aujourd'hui, 8 avril, a été annoncé par Philippe Mauguin, PDG d'INRAE, la création d'un observatoire mondial intersanté des microbiomes. Cette annonce a été faite dans le cadre justement du sommet mondial qui se tient à Lyon. Troisième élément majeur, en raison de la complexité des mécanismes et du nombre de compartiments vivants concernés, c'est la gouvernance de la santé qui doit changer. Comment organiser, en effet, et c'est ça ce à quoi il faut réfléchir, comment organiser le dialogue entre les communautés médicales, le monde vétérinaire, les spécialistes en charge de l'environnement ou les personnes impliquées dans la protection des cultures. On ne parle pas encore de phytiatres, mais comment réfléchir tous ces éléments ensemble? Chacun détient une partie de la question et une partie de la solution. Donc, comment on arrive à imaginer des relations, des coordinations, mais il faut aller un cran plus loin, parce que les solutions de santé, elles présentent une très forte dépendance aux conditions de milieu. C'est lié à l'état du milieu, c'est lié à l'exposition. On a mentionné les zones de contact et les changements d'allocation des sols, le changement climatique. Donc, il y a une dépendance extrêmement forte aux conditions locales. Et donc, on doit réfléchir à la façon dont on peut imaginer des territoires de santé, analyser les conséquences en termes de politique publique, en termes de compétences, en termes de formation. Et donc, ce sont des changements majeurs. Alors, on pourrait se dire, mais la complexité du sujet étant aussi importante, les changements majeurs étant aussi profonds, avec les incidences qu'on peut imaginer, on pourrait dire, on n'a donc pas la capacité à agir. Si, on a la capacité à agir dès aujourd'hui. On ne doit pas attendre de tout connaître pour commencer à agir. Et on peut agir dans 3 grandes directions. Le premier, c'est vraiment réfléchir à la question de la résilience des milieux. Et on doit, pour cela, imaginer la restauration de la biodiversité et l'enrichissement des microbiotes. Microbiotes intestinaux humains, microbiotes foliaires, microbiotes des sols, pour récupérer des fonctions engendrées par cette richesse. Le second point important, c'est réduire les expositions. Comment on fait en sorte, sachant les circulations de micro-organismes notamment, sachant les mouvements des vecteurs, il faut chercher à réfléchir à comment on peut réduire les expositions. En production agricole, c'est une grande question sur la position des productions les élevages de volailles en lien avec les migrations d'oiseaux et la position sous les couloirs migratoires posent une question de comment on gère ça pour réduire les expositions. On doit interdire tous les produits dont on sait qu'ils altèrent la santé des humains et des milieux. Les PFAS sont aujourd'hui très visibles sur la scène médiatique. Les produits CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, c'est pareil. Il faut réussir à les sortir de l'ensemble de ce qui est utilisé parce qu'ils réduisent la capacité des organismes humains et animaux à se défendre. Et puis, il faut qu'on fasse évoluer les modes de surveillance du territoire de façon à mieux prédire les risques. Les outils de prédiction à l'aide des capteurs, mais aussi à l'aide des dispositifs statistiques ou d'intelligence artificielle ou de deep learning permettent d'avancer là-dedans. Et puis, dernier point, on doit identifier à partir des connaissances nouvelles
les nouveaux leviers d'action, les nouvelles modalités d'action. Et je te citais deux exemples dans les champs que je vais prendre délibérément dans la santé végétale. Vous prenez le mildiou de la vigne, classiquement, on le contrôle à l'aide de fongicides et plus récemment à l'aide de variétés résistantes. Et aujourd'hui, ce que l'on a, grâce à l'étude du microbiote foliaire, c'est la découverte que la santé des feuilles, et donc des feuilles saines, est assurée par la présence, ou est associée plutôt, à la présence d'un certain nombre de souches de basidiomycètes. Alors, la question à quoi ça conduit, c'est comment on les apporte, comment on les maintient, mais comment on réfléchit en fait cette question originale. Autre exemple, la mouche des fruits est très menacée, enfin, les fruits, pardon, la qualité des fruits est très menacée par les mouches des fruits, en particulier une d'entre elles, Drosophila suzuki. C'est une espèce qui a été introduite, qui est favorisée par le changement climatique. Classiquement, on l'a contrôlée avec des insecticides assez peu sympathiques, des produits comme le diméthoate. Et donc aujourd'hui, comment on fait pour travailler là-dessus? On peut agir via l'application de la technologie des insectes stériles à l'échelle d'un territoire et pas simplement à l'échelle d'une parcelle, en les lâchant tôt en saison, au moment où la population se déplace. Et cette même technologie, elle est utilisée et utilisable sur, par exemple, des moustiques vecteurs de maladies humaines. Et il y a des travaux dans différents endroits du monde, et en particulier des utilisations à très grande échelle au Brésil, qui permettent de penser autrement la santé et l'utilisation de ces technologies-là. Donc, vous voyez, le champ des possibles est très, très, très grand, et le webinaire aujourd'hui ne manquera pas d'être fertile avec des échanges intenses et avec des présentations et des intervenants de très grande qualité. Je les remercie et je vous souhaite une très, très belle journée. Donc, One Health, une seule santé, c'est pas un slogan. Et je pense que je traduirai bien les termes de Christian en disant que c'est un changement de regard, de positionnement sur les systèmes de production qui met en avant des grands enjeux de transformation. Comment est-ce qu'on fait évoluer aujourd'hui nos modèles agricoles pour réduire les risques sanitaires à la source? Comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs, mais aussi les éleveurs dans ces transitions, dans ces transformations? Comment? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs dans la salle. On réoriente aussi la recherche agronomique. Lucille Saint-Mond nous en parlera aussi peut-être dans quelques minutes. Comment est-ce que finalement on développe du conseil, de la formation, mais aussi parce que c'est l'ADN de Farm, des stratégies d'acteurs privés et des politiques publiques qui permettent de concourir à tout cela. Donc ça passe par voilà des incitations, de l'investissement aussi dans la recherche. L'enjeu aujourd'hui, c'est que face à cette question de une seule santé et de One Health, c'est que l'agriculture en fait ne soit pas qu'un secteur à, à verdir, mais soit pleinement reconnu comme un pilier de la santé globale au même titre que les systèmes de santé ou les politiques environnementales. C'était un petit peu l'idée qu'on a voulu partager aujourd'hui en organisant ce webinaire, en essayant voilà de vous montrer aussi que l'agriculture peut être un levier dans l'atteinte de cette santé intégrale, de cette santé unique, que l'interaction entre pratiques agricoles, santé humaine et santé des écosystèmes peuvent être à la fois un cercle vertueux, mais peuvent aussi entraîner des difficultés, des risques sanitaires, et qu'on est aujourd'hui, que ce soit dans les pays du Nord en Europe ou dans les pays du Sud, à une forme de carrefour en termes de transformation des systèmes de production. Alors voilà, je vais terminer ce cadrage-là voilà en vous disant que c'est aussi ces questions-là qu'on veut discuter avec nos intervenants, que je vais présenter tout de suite pour cette phase qui est plus une phase de témoignage, de retour d'expérience. Et on va commencer avec mon collègue Thibaut Soyez. Donc Thibaut qui est ingénieur agronome et chargé de projet à la fondation Farm. Il va nous partager les conclusions de la conférence internationale que nous avons organisée il y a quelques semaines, que vous pouvez retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube. C'est une conférence sur la protection durable des cultures, et cette conférence elle a été organisée aussi en lien
avec des acteurs de la recherche français et internationaux, notamment dans le cadre d'une initiative de recherche que la Fondation Farm a financée et appuyée aux côtés d'Agropolis Fondation, du CIRAD, de l'INRAE, une initiative qui s'appelle PRETAG sur la réduction de l'utilisation des pesticides en agriculture tropicale avec des focus notamment sur des filières comme la banane, le café, le maraîchage, le riz et le cacao. Donc, je vais donner la parole à Thibaut pour qu'il puisse vous partager ces grands enseignements, toujours en illustrant comment est-ce que, d'un point de vue opérationnel, la santé globale et One Health a tout est imbriqué en termes de santé globale. Thibaut, à toi. Merci beaucoup Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Et donc c'est effectivement l'occasion pour moi de vous parler quelques minutes de la dernière conférence de la Fondation Farm qui s'est tenue en février dernier et qui, comme Mathieu l'a rappelé, a eu pour thématique la protection durable des cultures. Donc ce sujet, nous ne l'avons pas choisi au hasard. Faire le lien avec One Health, c'est admettre une évidence. La santé du sol et la santé des plantes, eh bien, c'est le premier maillon d'une chaîne indissociable qui unit le vivant. Et donc, comme le rappelle l'approche Une seule santé, nos santé humaines, animales et environnementales sont totalement interdépendantes. L'exemple le plus frappant peut-être, c'est celui de l'émergence de résistance. En utilisant trop systématiquement la chimie dans les champs, eh bien, nous avons créé des impasses sanitaires qui ressemblent trait pour trait à la crise des antibiotiques chez l'homme. Soigner la plante, c'est donc littéralement nous soigner nous-mêmes. Et dans le contexte actuel de changement climatique, de pression de ravageurs et de maladies de plus en plus importantes, eh bien, la protection des plantes, ça reste encore indispensable et les agriculteurs ont besoin de solutions de contrôle efficaces et durables. Et donc, pour répondre à ce défi, je souhaite vous partager les 3 grands messages qui ont guidé nos échanges lors de la conférence. Le premier grand enseignement, eh bien, c'est la fin du modèle linéaire, un problème égale une solution. Après des décennies de simplification des systèmes de production, il est aujourd'hui nécessaire de réintégrer de la complexité et un aspect systémique, tant dans les modes de production que dans notre approche et notre perception du One Health. L'idée, eh bien, c'est de pouvoir mobiliser une boîte à outils de solutions complémentaires. Utiliser la génétique, stimuler la vie naturelle des sols, mettre en place des pratiques agroécologiques, mobiliser des solutions innovantes comme la biostimulation, et finalement utiliser le pesticide comme on utiliserait un antibiotique, c'est-à-dire en dernier recours et uniquement quand tout le reste a échoué. La bonne nouvelle, eh bien, c'est que ces solutions techniques, elles existent déjà. Mais cette boîte à outils, pourtant, elle reste inutile si celui qui doit l'utiliser, eh bien, il est trop vulnérable pour prendre le risque d'amorcer une transition. Il faut rappeler ici que les produits phytosanitaires, c'est avant tout un rôle assurantiel pour le producteur. Et ça nous amène au deuxième message de notre conférence, qui est de dire que la transition, elle ne peut pas reposer sur les seules épaules de l'agriculteur. On parle alors de verrouillage socio-technique. Le système est bloqué parce que le producteur est souvent trop seul face aux risques financiers, aux risques techniques. Et pour lever ces blocages, eh bien, c'est toute la filière, des banquiers aux distributeurs, jusqu'au consommateur final, qui doit accepter de partager ce risque et de valoriser le juste prix d'une production plus saine. À titre d'exemple, dans les Antilles françaises, passer d'un désherbage chimique à une gestion mécanique de l'enherbement fait bondir le coût de 900 € à 4 500 € par hectare et par an. Pourtant, malgré ce surcoût et les efforts pour produire une banane plus durable, eh bien, le prix de vente final n'a souvent pas augmenté sur ces 20 dernières années. On peut imaginer à ce moment-là la réticence des producteurs à amorcer une transition. Mais cette solidarité entre acteurs privés de la filière, elle a besoin d'un cadre, elle a besoin d'une impulsion, et on estime que c'est l'État qui peut permettre cette étincelle. Et c'est le troisième grand message de notre conférence, c'est le rôle des politiques publiques centrales autour de la stratégie de la carotte et du bâton. D'un côté, il faut une réglementation ferme, le bâton, pour interdire les substances les plus dangereuses et harmoniser les règles mondiales. Et sur ce point, d'ailleurs, l'Union européenne est un fer de lance. En imposant une réglementation stricte à l'entrée de son marché, elle incite des exportateurs du monde entier à respecter ces règles sanitaires, favorisant ainsi un débouché pour des produits d'exportation plus sains et une évolution concrète des systèmes de production à l'international. De l'autre, l'État doit proposer la carotte, investir dans la recherche, dans la formation, dans les infrastructures, qui rendent les pratiques durables, accessibles et rentables pour tous. Et bien sûr, les subventions jouent un rôle prépondérant à condition qu'elles soient orientées efficacement.
Et c'est finalement cette volonté politique mondiale qui se traduit aujourd'hui dans ce sommet One Health auquel nous participons. Donc, pour conclure, la conférence phare nous dit qu'il n'y a pas de solution unique, mais qu'il y a une volonté. Et là où il y a une volonté, eh bien, il y a un chemin de coopération. La santé globale de la planète dépend de notre capacité à sortir des conflits idéologiques pour construire des solutions pragmatiques fondées sur la science. Pour illustrer concrètement comment des entreprises concurrentes du secteur privé et des chercheurs peuvent s'unir pour relever ce défi, eh bien, je vous propose de découvrir l'initiative Ecofi à travers une présentation de son secrétaire exécutif Clément Rigal et le témoignage de Roger Solano, producteur de café au Costa Rica. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Clément Rigal, je suis agronome tropical, spécialiste du café et chercheur au CIRAD, qui est un centre de recherche agronomique et de coopération internationale. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Ecofi, une initiative que je coordonne et qui vise à réduire l'usage des pesticides dans la caféiculture au niveau mondial. Un objectif ambitieux pour lequel on se donne un temps long, 15 ans, 20 ans, voire plus. Alors, Ecofi est né en 2020. L'initiative a été lancée par des collègues du CIRAD qui ont réussi à rassembler autour de la table des instituts publics de recherche et des entreprises du café. Et c'est bien là l'une des originalités et des forces de cette initiative, de faire travailler ensemble des entreprises concurrentes, de les faire collaborer sur un enjeu commun qui est celui de la réduction des pesticides. Alors, avant de continuer, je voudrais souligner ici le rôle de l'Union européenne dans le lancement d'Ecofi. Un rôle réglementaire, un rôle indirect. Je pense principalement à la mise en place de seuils maximum de résidus de pesticides dans les produits importés, dont le café, ce qui a créé un cadre strict et qui a incité les acteurs privés à agir sur la question des pesticides et à rejoindre l'initiative. Alors, Ecofi, c'est une initiative qui place la science au cœur de sa démarche. Pour nous, cette approche, elle est importante pour travailler à partir de données fiables et pour avoir une discussion qui est la plus objective possible et donc la plus apaisée possible sur le sujet des pesticides, qui est un sujet relativement sensible. Et justement, sachant à quel point on manque de données fiables sur l'utilisation des pesticides dans les filières tropicales, nous avons dû commencer par faire un diagnostic. Alors nous sommes allés faire des enquêtes et des mesures chez les producteurs de café au Brésil, au Vietnam, au Mexique, au Nicaragua, avec cette ambition mondiale, pour comprendre l'utilisation des pesticides dans différents systèmes de production et pour évaluer les résidus qui en découlent. Et les résultats ont été riches d'enseignements. En particulier, nous avons identifié 10 principes actifs qui posent particulièrement problème, dont le glyphosate et certains néonicotinoïdes, et sur lesquels nous devons concentrer les efforts. Et nous avons aussi évalué le fait que les producteurs de café Arabica utilisent en moyenne 2 fois plus de pesticides que les producteurs de Robusta, donc là aussi, une indication pour concentrer nos efforts sur les producteurs d'Arabica. Depuis 2023, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase. Donc, passé la phase de diagnostic, maintenant nous testons des solutions concrètes, à la fois au Costa Rica et au Brésil, qui sont 2 producteurs d'Arabica, donc des bons candidats d'après le diagnostic. Et ici, nous comparons différents itinéraires techniques, des itinéraires conventionnels, des itinéraires avec 50% de réduction de pesticides et des itinéraires sans aucun pesticide de synthèse. Et pour ces derniers, on mise sur des leviers techniques comme l'utilisation des plantes de couverture, l'agroforesterie, l'utilisation des biointrants, etc. Sachant que tous ces leviers techniques ont non seulement une base scientifique solide, mais ont également été discutés avec les fermiers qui les mettent en œuvre, adaptés en fonction de leur contexte, de leurs envies, de leurs contraintes. Et les premiers résultats sont très encourageants puisque nous voyons que les itinéraires sans pesticides ont des bonnes performances agronomiques qui sont comparables aux performances des itinéraires conventionnels. Ça pour dire qu'aujourd'hui, nous avons des solutions techniques qui fonctionnent quand on combine les bons leviers, quand on valorise la biodiversité, quand on valorise la santé des sols, quand on utilise des variétés de café vigoureuses. Ça fonctionne techniquement, mais à travers ces essais, on constate également qu'il reste des défis économiques et qui sont principalement liés aux besoins accrus en main-d'œuvre pour les itinéraires sans pesticides et au coût des biointrants. Alors aujourd'hui, après la première phase de diagnostic et en parallèle des essais en champ de la deuxième phase, nous travaillons à l'extension de l'initiative Ecofi à d'autres pays d'Amérique latine et à d'autres régions du monde. Il s'agira d'une troisième phase pour augmenter la portée et pour vraiment viser un impact de la filière au niveau mondial. Donc dans cette troisième phase, il s'agira d'affiner notre compréhension de la filière et de l'usage des pesticides dans ces nouveaux contextes, d'élargir le réseau expérimental pour tester d'autres leviers techniques
pour nous assurer que ça fonctionne bien auprès des petits producteurs de café de ces pays. Il s'agira aussi pour la suite de réfléchir aux moyens de décliner les résultats scientifiques en des actions concrètes dans des territoires donnés, d'aller au-delà des résultats scientifiques pour avoir un impact tangible sur la filière et sur les producteurs. Et pour conclure, ce que je souhaiterais donner comme réussite d'Ecofi, qui puisse servir de leçon à d'autres initiatives de ce type, c'est d'abord de maintenir un dialogue apaisé et constructif, ici à la fois entre des acteurs publics et privés, donc des compétiteurs, et pour ça de garder la science au centre, ce qui est un moyen de travailler sur des données neutres, fiables, objectives, ce qui permet le dialogue apaisé et constructif. Je dirais aussi que la réglementation ici a été un levier fort pour faire bouger, pour faire avancer la filière et les entreprises, et restera un levier fort. Non seulement la réglementation au niveau européen, mais aussi la réglementation et les initiatives locales. Je m'adresse donc directement aux décideurs politiques pour rappeler que nous avons besoin de soutien politique et que vous avez un rôle moteur à jouer dans la transition écologique. Et je dirais en troisième point qu'aujourd'hui, nous avons des solutions techniques qui fonctionnent, et que les barrières, telles qu'on les voit, sont principalement financières, logistiques, ou en tout cas à d'autres niveaux qu'au niveau technologique. Et là encore, le rôle du politique sera central pour dépasser ces barrières et rendre les modes de production les plus vertueux aussi les plus attractifs. Et enfin, je laisserai le mot de la fin à Monsieur Solano, qui participe aux essais d'Ecofi au Costa Rica et qui vous donnera sa perspective depuis le terrain. Merci. Mi nombre es Roger Solano, soy el encargado agrícola de Cafetalera Quiares. Cafetalera Quiares es una finca que está desde 1890. Es una finca de cerca de 925 hectáreas, donde su principal cultivo es café. Cerca de 600 hectáreas están sembradas de café. Tenemos también 250 hectáreas de bosque, que nos permite tener certificaciones muy importantes para la empresa como carbono neutral. También somos Rainforest Alliance, somos Café Practices y tenemos Esencial Costa Rica. Tenemos en conjunto al CIRAD un ensayo de café arábica, donde en cerca de 8 hectáreas se hace un trabajo experimental para evaluar diferentes manejos, un manejo convencional de finca, un manejo que implica tener una reducción en el uso de pesticidas y un tratamiento donde somos cero pesticidas. La idea es evaluar bajo los principios que siempre hemos tenido en la finca de ir a la reducción del uso de pesticidas y ver cómo se comporta la producción en el tiempo. Dentro de los beneficios que le vemos al ensayo de cómo disminuir la parte de pesticidas, creo que es que va con los valores de la empresa, de ir a una producción un poco más en armonía con el ambiente. También eso nos va a permitir ser competitivos en mercado, ¿verdad? Con mercados que cada vez van más a la tendencia de fincas que se preocupen por el tema del clima. Y otra ventaja que le vemos a la disminución de pesticidas es que nos va a permitir ser más sostenibles en el tiempo. La finca está desde 1890 y creo que una de las estrategias que ya se han usado durante mucho tiempo, desde que se iniciaron las certificaciones en 2001, es que hemos cuidado bastante el tema de suelo, principalmente con bastantes árboles dentro del cultivo, y eso nos permite tener niveles de materia orgánica bastante altos, que en lugar de degradar el suelo, más bien lo vamos mejorando. Dentro de las cosas que podríamos hacer es mantener el estudio constante de cómo es el comportamiento de las plantaciones bajo sistemas que no son meramente con uso de pesticidas al 100%, poder evaluar en el tiempo, ¿verdad? Que hayan estudios técnicos que le permitan a las fincas tener una referencia de cómo va a ser el comportamiento cuando inicia esa transición a un cultivo con menos aplicaciones químicas, ¿verdad? Tal vez es como perder un poco más el miedo, las fincas de sembrar árboles dentro del cultivo,
de utilizar productos que son más preventivos, pero que tal vez tienen una fuente que es más sana, microorganismos, algún extracto, ¿verdad? Y no estar siempre pensando en que vamos a tener esa presión de plagas, de enfermedades que nos van a estar afectando y aplicar el químico como una solución de choque. Entonces, la parte de las referencias, de tener empresas que se dediquen a hacer los estudios correspondientes, ¿verdad? También le dan base a otras empresas a querer producir productos que sean más en pro del ambiente, las mismas casas comerciales, enfocarse en vender productos que sean más acordes a las necesidades del cultivo y no como soluciones inmediatas a un problema. Bien, merci. Merci beaucoup à Thibaut, à Clément et à Roger qui se sont mobilisés pour préparer ces éléments. Donc avec ce premier exemple finalement de santé des plantes, de lien entre santé des plantes et le reste des autres santé avec ce focus sur la filière café, ça permet de donner un exemple concret, de montrer que finalement l'approche One-S n'est pas un concept d'expert, mais bien une traduction, des traductions opérationnelles en termes de décision, en termes d'action au quotidien, en particulier pour les agriculteurs. Comme ça a déjà été dit dans le chat, et on est très heureux de vous voir nombreuses et nombreux connectés en France, en Belgique, au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Cameroun, en RDC. Vraiment, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions et vos remarques dans le chat. L'une des remarques disait déjà que on a une agriculture qui est vraiment à l'intersection entre les différentes santé et cet exemple de l'utilisation des produits phytosanitaires qui, comme Thibaut l'a dit, hein, la protection des plantes elle est nécessaire face aux ravageurs, face aux maladies des plantes, mais que l'utilisation de certains produits a des effets ailleurs, à la fois sur la santé des travailleurs, des agriculteurs ou des éleveurs, mais aussi grâce plutôt à cause de vecteurs comme l'eau, l'air. Eh bien, ces produits peuvent circuler et peuvent se retrouver à l'autre bout de la planète. La présentation de Thibaut et l'illustration avec le consortium Ecofi, le consortium porté par le CIRAD avec des acteurs du secteur du café, rappelle que les leviers techniques existent. Ils ont été testés en lien avec des agriculteurs, mais qu'il y a, ce dont parlait Thibaut, des verrouillages à la fois sociaux et économiques qu'il faut donc déverrouiller. Donc on cherche tous à construire ces clés qui sont essentielles. Il y a un certain blocage qu'on peut lever, et pour ça on a vraiment besoin de l'ensemble des acteurs. Donc après ce voyage, on va dire, dans la caféiculture et dans des systèmes de production du Sud, notamment en Amérique du Sud. Je voudrais qu'on écoute maintenant deux témoignages sur la filière légumineuse, en France notamment, avec des enjeux clés qui se posent aujourd'hui en termes à la fois de rôle de ces filières légumineuses pour la diversification au champ, mais aussi pour la diversification de nos modes alimentaires, donc avec des enjeux à la fois sur la réduction de certains intrants. On est en plein dans un débat international sur l'utilisation des engrais azotés, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe Persique et en Iran. Mais derrière les légumineuses, il y a aussi des bénéfices nutritionnels qui permettent donc à la fois de tirer certaines ficelles de notre santé humaine et de santé des environnements, de parler aussi d'innovation et effectivement de qu'est-ce qui bloque le développement de ces légumineuses. Alors, je voudrais qu'on commence par écouter Lucille Saint-Mont, qui est doctorante en sélection variétale participative au CRBA, le Centre de ressources de botanique appliquée, une thèse qui est portée par nos collègues de l'ISARA, qui nous ont appuyé aussi sur l'organisation de cet événement, de ce webinaire, et puis par l'université l'université Lyon 1. Donc les travaux de Lucille, dont elle vous parlera beaucoup mieux que moi, mais ils portent vraiment sur la notion de co-construction de variétés avec les agriculteurs et les acteurs de terrain pour développer des systèmes alimentaires qui soient plus résilients, diversifiés
et donc qui participent à entretenir cette santé, cette santé des écosystèmes, cette santé unique. Donc on va pouvoir, avec cet exemple des légumineuses, finalement détricoter ou plutôt retricoter l'ensemble de la perspective One Health. Et puis après, on donnera la parole à Emmanuel Brier, qu'à Farm, on avait eu le plaisir d'accueillir dans une émission Transition consacrée à la question des légumineuses que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc Emmanuel est cofondateur de Darienco, qui est une entreprise pionnière dans la valorisation des légumineuses pour l'alimentation humaine. Une belle success story d'une entreprise française. Et à travers cette démarche, il défend avec ses collègues et toute l'entreprise une transformation des régimes alimentaires vers davantage, avec une place plus importante aux protéines végétales, parce que c'est à la fois bon pour la santé des plantes, pour la santé des sols, des écosystèmes, pour notre santé à nous, pour notre plaisir aussi gustatif, mais aussi c'est au service du climat et de la souveraineté alimentaire. Lucille, je vous laisse commencer, puis après on écoutera Emmanuel. Ok, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, je vais présenter un petit peu mes travaux de thèse, mais je voulais d'abord rappeler les enjeux sur les légumineuses que tu as déjà commencé à présenter. Donc, elles présentent des intérêts agronomiques du fait qu'elles aient la capacité de fixer l'azote atmosphérique. Elles permettent de se nourrir elles-mêmes en azote, mais aussi donc de restituer au sol et de préparer du stock azoté pour les cultures suivantes. Donc, ça augmente la durabilité des systèmes agricoles dès lors qu'on insère des légumineuses dans la rotation. Elles ont des intérêts nutritionnels quand on les mange, puisqu'elles sont source de protéines végétales, elles sont source de vitamines, de minéraux, de fibres, et elles présentent aussi un faible indice glycémique. Et elles ont bien sûr des intérêts santé. Donc, avec ce faible indice glycémique, cette richesse nutritionnelle, mais aussi elles ont, on sait que les protéines animales sont liées à des maladies non transmissibles, que ce sont les maladies cardiovasculaires, les diabètes ou encore certains cancers. Et on sait qu'on réduit la prévalence de ces maladies en réduisant l'ingestion de protéines animales, et donc pour compenser et toujours garder une alimentation équilibrée, on peut compenser par la consommation de protéines végétales. Donc c'est surtout par le rééquilibrage de la balance protéines animales et protéines végétales que les légumineuses apportent des bienfaits pour la santé humaine. Et donc dans mon projet de thèse, il est très intégré donc dans le territoire lyonnais. Il s'agit de mêler des essais agronomiques avec des variétés paysannes de pois et de lentilles, avec de la recherche participative qui est très ancrée sur le territoire lyonnais. Donc en fait, il existe une énorme diversité variétale pour toutes les légumineuses, et notamment pour les 2 espèces qu'on a choisi d'étudier dans la thèse. Donc c'est prometteur pour répondre à des objectifs multiples quand on veut améliorer les pratiques agroécologiques et améliorer et favoriser une alimentation saine, parce que dans la diversité végétale, elle existe à tout point de vue. C'est ça, sur les qualités agronomiques, sur la qualité nutritionnelle, sur la qualité fonctionnelle pour faire de la transformation. Mais par contre, cette diversité, elle n'est pas du tout utilisée. Par exemple, actuellement en France, on utilise quasiment une seule variété, qui est la variété aniciale, la lentille verte qu'on connaît. Pour ceux qui connaissent bien, que ce soit la lentille du Puy ou du Berry, c'est la même variété. Et donc celle-ci, elle représente 80% de la lentille cultivée en France. Donc ça pose des questions d'un point de vue de résilience. Si à un moment, cette variété, elle devient sensible à une maladie ou quoi, la filière lentille en France, elle serait menacée. Et concernant le pois, on cultive principalement des variétés de pois protéagineux. Donc, c'est un type de pois qui a été créé dans les années 60, principalement à partir de mutagénèse induite, ce qui pose actuellement question pour l'agriculture biologique, parce que on a l'IFOAM, donc qui est un mouvement qui regroupe toutes les agricultures biologiques du monde, qui a créé un document sur les techniques de sélection qui sont adaptées aux principes fondateurs de l'agriculture biologique, et les mutations qui ont été induites par l'homme
ne sont pas en accord avec les principes de l'agriculture biologique. Donc, on peut se poser question pour le pois, d'avoir uniquement des variétés qui sont éventuellement qui ont éventuellement été créées avec de la mutagénèse. Et donc, dans le cadre de la transition agroécologique, plusieurs acteurs lyonnais ils sont mobilisés pour améliorer la culture, la diversité végétale, la diversité variétale, et puis la consommation en restauration collective des légumineuses à graines. Et dans le cadre de la thèse, on a constitué un consortium d'acteurs donc, qui regroupe un conservatoire associatif de graines, le CRBA, qui porte ma thèse, des agriculteurs, des professionnels de la restauration collective, des professionnels de la santé, la métropole de Lyon, donc des acteurs publics, ainsi que des chercheurs de plusieurs disciplines. Et on regroupe régulièrement tous ces acteurs pour identifier tous les critères de sélection qu'on aimerait mettre ensemble pour avoir des variétés qui soient très adaptées donc à la transition agroécologique, à la santé, à la qualité agronomique, à la santé humaine, etc. Et donc, on cherche à caractériser des variétés qui sont jusqu'à présent uniquement dans des banques de semences. Et donc voilà, donc on cherche à créer tout un système de critères nutritionnels qui est différent des critères qui sont actuellement regardés, qui vont être principalement le rendement, les tolérances aux maladies et puis le pourcentage de protéines totales. Donc c'est très complexe de faire le lien entre mode de production, alimentation, santé. Il y a vraiment énormément de paramètres à étudier, des choses qui sont corrélées négativement, etc. Mais dans le cadre de la thèse, on a identifié quelques premiers résultats qui donnent matière à réfléchir. Donc par exemple, on a évalué une vingtaine de variétés de pois et une vingtaine de variétés de lentilles, donc avec des origines très diverses, des aspects de grains très divers également. Et par exemple, pour le groupe de variétés de pois, on voit que le taux de protéines et les taux de minéraux, donc de calcium, magnésium, fer et zinc, sont nettement plus faibles dans les variétés modernes. Et exactement les 5 variétés modernes, donc qui datent d'après 1960, qu'on a mis dans notre panel, et les 15 variétés qui datent des années 1800, on a vraiment les 5 variétés modernes qui sont plus faibles en taux de protéines et de minéraux. Et donc, ça veut dire que en reconsidérant les variétés paysannes et pas uniquement comme matériel génétique ou choses qu'on peut intégrer dans tes croisements, on pourrait améliorer les variétés dans une approche, améliorer l'offre variétale dans une approche One Health. Et à l'ISARA, il y a également des travaux similaires qui ont été conduits sur les céréales mineures et sur les gluten notamment. Donc je peux passer la parole à Emmanuel. Merci Lucille. Et bonjour à tous, moi c'est Emmanuel Breillet, cofondateur d'Arienco. Donc moi je représente plus la partie du coup aval dans cet échange. Arienco, vous connaissez peut-être, nous on est une entreprise dont l'objectif, on va dire, c'est de convaincre tout le monde que manger plus végétal, c'est génial. C'est pas une contrainte, c'est pas une punition, mais c'est tout l'inverse. C'est l'occasion de découvrir une cuisine gourmande, colorée, qui est la cuisine végétale. Et pour nous, bien évidemment, au cœur de tout ce qu'on développe, de toutes les recettes qu'on fait, il y a les légumineuses, qui sont pour nous vraiment la solution la plus évidente pour végétaliser son alimentation. Donc nous, ces légumineuses, on en fait des cœurs d'assiette, donc c'est des produits qui sont dérivés du falafel, des galettes, des boulettes ou des produits type samosa végétarien, etc. On fait aussi des plats cuisinés, exemplairement le dalle de lentilles corail. Et on fait aussi on busque des produits encore plus faciles, pratiques, comme des veggie box végétales. Donc voilà, nous, on a un très gros engagement sur la légumineuse et on essaye justement de créer ce lien entre monde agricole, donc la matière première de la légumineuse, et ensuite des usages hyper dans l'air du temps pour pouvoir amener la légumineuse dans plein d'instants de consommation chez un consommateur qui cherche à consommer plus végétal. Et du coup, c'est pour ça que nous, sur la partie légumineuse, en effet,
On est sourcé 100% en France sur la légumineuse et on est en lien direct avec des coopératives françaises. Mais depuis quelques années, on a essayé aussi de faire un lien encore plus direct, puisque nous, notre outil de production est dans la Drôme, et on a fédéré en fait des agriculteurs avec qui on travaille en direct aujourd'hui, principalement sur le pois chiche, qui est la légumineuse qu'on cuisine le plus. Et du coup, aujourd'hui, c'est une dizaine d'agriculteurs qui nous ont rejoints et qui se sont mis pour la plupart à faire de la légumineuse pour nous. Donc nous, ça nous tenait à cœur en fait, parce que évidemment, nous, ce qu'on cherche à faire au travers de notre activité, c'est amener des changements dans les cuisines, dans les habitudes de consommation des gens. Et du coup, on se dit, il faut aussi embarquer le monde agricole quand on change les assiettes. Et travailler, nous, en direct avec des agriculteurs, ça aussi, ça nous met beaucoup plus en lien avec l'amont, avec leurs contraintes. Et du coup, ça nous permet aussi aux consommateurs avec qui ensuite on vend les produits de leur montrer la suite logique, en fait, tout le lien de filière du labour jusqu'aux produits dans leur assiette. Donc, c'est quelque chose qui nous tient vachement à cœur. Et ensuite, pour rebondir sur ce que dit Lucille, en effet, nous, on est connu pour notre marque en grande distribution, mais on est aussi un très gros acteur. C'est même une activité qui est encore plus grosse chez nous, qui est d'ailleurs historique dans l'histoire de l'entreprise. On est un très gros acteur de la restauration collective. En effet, sur la partie végétale et notamment les engagements filières, la restauration collective a vachement d'avance, je trouve, aujourd'hui. Et du coup, nous, on végétalise la restauration scolaire, la restauration d'entreprise, la restauration universitaire. Et il y a tout un champ en fait à développer là-dessus. Il y a des acteurs qui sont vachement engagés justement pour végétaliser les menus, que ce soit en effet la collectivité publique ou les sociétés de restauration comme Sodexo et Elior, qui sont très avancés sur ces sujets. Et du coup, face aux enjeux du végétal, où parfois on peut se dire que ça va pas assez vite, les habitudes de consommation changent pas assez vite. En fait, en restauration collective, il y a quand même les lignes bougent vachement. Harry & Co, ça a 10 ans d'existence, un peu plus, même 11 ans maintenant. Et c'est vrai en 10 ans à peu près, ça a vachement évolué quand même en restauration collective, la sensibilisation au végétal et aux légumineuses. Vous savez, il y a la loi Egalim qui est passée il y a quelques années, qui incite en fait les acteurs de la restauration collective à faire plus de végétal, à mieux raisonner la partie locale dans ses approvisionnements, et aussi à mettre en avant des types d'agriculture plus durables comme l'agriculture bio. Et c'est vrai que nous, à Harry & Co, on est un acteur qui est un peu à l'interaction de ces trois enjeux-là. Et du coup, on a pu vraiment bien se développer sur la partie restauration collective. Donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire. Pour conclure, nous, on incarne en fait une application, une manière d'amener des légumineuses dans des changements de consommation et dans des nouveaux modes d'alimentation. Merci beaucoup Emmanuel et Lucille. C'était très intéressant d'avoir cette vision. Donc ça nous a aussi donné faim, je pense, à tous. Emmanuel, tu nous as mis l'eau à la bouche avec les produits que vous proposez chez Harry & Co. Donc vous pourrez en déguster si vous le pouvez après le webinaire. En tout cas, cet exemple des légumineuses qu'a développé Lucille est vraiment sur cette vision de l'ensemble du système alimentaire depuis la sélection jusqu'à l'assiette avec les éléments qu'amène Emmanuel, nous montre en fait comment est-ce qu'il peut y avoir des solutions, des actions assez opérationnelles sur les déverrouillages. Et j'ai beaucoup apprécié ce que tu as mentionné, Emmanuel, notamment sur le rôle de la restauration collective ou des politiques publiques dans l'intégration de la végétalisation des repas. C'est vraiment clé pour One Health, pour la santé globale. Les légumineuses, c'est vraiment un très très bon exemple dans la mesure où ça participe vraiment en tant que engrais vert, on va dire, de manière un peu vulgaire. Les légumineuses, elles augmentent vraiment, c'est à la fois cette biomasse, la structure des sols, c'est vraiment un atout dans la culture. Alors là, on était sur la France, mais bien sûr, si on parle du niébé, de l'arachide, du soja ou encore du pois d'Angole dans les géographies que une bonne partie des gens qui sont connectés connaissent aujourd'hui, que ce soit en association ou en rotation avec les
les céréales. Vraiment, ce sont des atouts précieux pour notre alimentation et pour l'environnement. Donc sans plus attendre, on va continuer d'exemplarifier, de donner un petit peu des solutions et des visions concrètes de la place de l'agriculture dans One Health. Et je vous remercie toutes et tous pour vos questions qu'on commence à lister. N'hésitez pas à en ajouter pour Emmanuel, pour Lucille et pour Thibaut. Et on va laisser la parole à Sabine Patricot, qui est chargée de programme élevage, santé animale et santé publique vétérinaire au sein de AVSF, l'ONG française Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui va revenir sur les enjeux et les défis entre santé animale et santé globale. Sabine travaille sur les liens entre pratiques d'élevage, entre prévention des maladies animales, aussi des enjeux aussi autour de l'usage raisonné des antibiotiques, antimicrobiens et de la protection de la santé publique, qui est vraiment au cœur de cette approche de santé globale. Et Sabine sera d'ailleurs qui est à Lyon aujourd'hui, puisque les locaux d'AVSF sont basés à Lyon, et AVSF a été très impliqué dans le sommet qui se termine aussi à Lyon. Elle va pouvoir peut-être nous donner des exemples de ce que fait AVSF dans l'accompagnement des éleveurs en particulier. Sabine, à vous la parole. Merci, bonjour à tous. Je ne sais pas si il est nécessaire de présenter AVSF, mais peut-être en 2 mots. Donc, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, on est une ONG française qui travaillons à travers le monde au soutien des agricultures paysannes. Donc, notre cœur de métier et notre cœur de cible, j'allais dire, c'est vraiment l'agriculture paysanne. On est issu d'une fusion de 2 ONG dans les années 2000. Une ONG de vétérinaires, donc Vétérinaires sans frontières, et une ONG d'agronomes qui était l'ONG SICDA. Et depuis, on s'appelle donc Agronomes et Vétérinaires sans frontières, et on intervient sur 3 axes techniques thématiques, donc élevage, santé animale et One Health. Un axe sur les transitions agroécologiques, les ressources naturelles, le changement climatique, et un axe sur les filières durables et équitables. Moi, je suis responsable du secteur élevage, santé animale, et je vais vous parler aujourd'hui, essayer de vous présenter comment on agit principalement sur le volet santé animale et quel lien avec le One Health. Mathieu, je ne sais pas, il y avait des diapos, je ne sais pas si elles passent. Elles arrivent. Ou pas, elles arrivent, ok, pas de problème. Voilà, donc comment AVSF contribue à la santé globale par ses actions en élevage et principalement santé animale. Donc d'abord le constat, peut-être sur la diapo suivante, nous, comment on analyse les enjeux de santé, les enjeux de One Health en lien avec l'élevage dans les pays où nous intervenons. Alors, on intervient dans des zones où les risques zoonotiques sont élevés, sont plus élevés que chez nous, on peut le dire. Notamment pour les éleveurs qui sont en contact rapproché avec leurs animaux, mais surtout dans des zones où les maladies contagieuses et infectieuses, les zones infectieuses sont encore mal gérées. C'est par exemple le cas de la brucellose ou de la tuberculose, tout simplement, qui ici en France, on est maintenant très très protégé de ces maladies-là, qui sont sous contrôle. Également les maladies parasitaires qui peuvent être graves, comme la cysticercose par exemple, qui se transmet en général par l'élevage de porc et par la viande mal cuite. Et là aussi, chez nous, on est assez protégé de ces problématiques-là grâce à des services de santé animale forts. Donc les populations avec lesquelles on travaille sont plus fortement exposées. On est aussi sur des zones en général d'émergence de pandémie. Donc on a parlé en introduction du Covid-19 et on a tout ça bien sûr en tête encore. On travaille souvent avec des éleveurs, des familles paysannes qui sont en contact avec des hotspots de biodiversité. Je pense à l'Asie du Sud-Est ou à Madagascar.
qui, on le sait, sont des zones d'émergence de ces virus qu'on surveille de près à risque pandémique. Donc je parle du coronavirus. On a également des liens avec la faune sauvage qui sont souvent accentués, avec des risques d'émergence de grippe aviaire. Ça a été le cas en Asie du Sud-Est, avec les familles paysannes qu'on accompagnait à l'époque de cette émergence-là. Donc, risque zoonotique, risque pandémique, on est aussi sur des contextes où les risques d'épizootie, aussi, donc en fait d'épidémies chez les animaux, sont plus fortes car souvent peu détectées à la base et puis peu contrôlées quand elles émergent, avec des moyens de contrôle très, très fragiles. Donc, c'est le cas par exemple, la peste porcine africaine qui a dévasté dans certaines zones d'Asie du Sud-Est l'élevage de porcs. Exemple aussi de la peste des petits ruminants. Donc, on est sur des zones où les maladies peuvent fragiliser l'élevage très, très fortement et les filières. On est en général aussi sur des zones où les performances des élevages sont assez faibles, avec une faible rentabilité, ce qui fragilise les systèmes agricoles et les systèmes économiques des familles. Et donc, on vient de parler de protéines végétales, mais là-bas, la question est aussi d'un faible apport en protéines animales, qui reste indispensable dans l'équilibre nutritionnel de ces populations-là. Donc, on est sur de la sécurité alimentaire, on est sur des questions de nutrition. Et l'élevage joue souvent un rôle très important dans l'économie des systèmes. C'est une banque, c'est une épargne et c'est le moyen d'avoir des revenus pour les achats réguliers. Donc, un rôle économique de l'élevage qui est fragilisé par une faible performance et des maladies. Et puis, il faut savoir aussi que l'élevage joue un rôle dans des contextes de polyculture élevage, joue un rôle en synergie avec l'agriculture de fertilisants des parcelles, donc de qualité des sols et du coup de productivité aussi de l'agriculture. On est aussi dans des zones où le médicament vétérinaire est peu contrôlé, voire est pas contrôlé du tout, avec parfois et souvent des malfaçons, un marché noir du médicament, de l'achat libre au marché ou par divers réseaux. Du coup, un médicament pas contrôlé, d'une qualité douteuse, et puis un usage également non contrôlé. Donc, on est encore plus exposé qu'ailleurs à les risques d'antibiorésistance ou de résistance aux antiparasitaires, qui sont les deux principaux fléaux dans le mésusage du médicament. Et puis, on est exposé aussi dans ces zones-là à une sécurité sanitaire des aliments, donc avec des résidus médicamenteux qui ne sont pas contrôlés, des viandes qui peuvent être vendues, des animaux qui peuvent être vendus alors qu'ils ont reçu un traitement. Voilà, donc on est sur cette question du médicament. Il y a le manque de qualité, manque de contrôle qui expose les populations à ces risques-là. Et puis une contamination des milieux par les déchets et les effluents. C'est une conséquence aussi. Les déchets médicamenteux sont en général pas du tout gérés. Il n'y a pas d'incinérateur à déchets, il n'y a pas de circuit d'élimination des déchets médicamenteux, ce qui, on le sait, renforce les risques de résistance aux antimicrobiens. Et dans les pratiques d'élevage également, des effluents très souvent pas gérés non plus.
Donc voilà un petit peu nous l'analyse du contexte, des contextes dans lesquels on travaille, qui sont pas partout les mêmes. Hein. J'ai essayé de faire un peu une photographie globale. Et le cœur du sujet, le cœur du sujet dans les populations qu'on accompagne, c'est la faiblesse des services de santé animale et d'élevage, c'est-à-dire qu'il y a très peu de conseils techniques à l'élevage et des services de santé animale en général très déficients. C'est-à-dire qu'on a une faiblesse généralisée des services vétérinaires, que ce soit public ou privé, avec en général des déserts médicaux, on peut le dire comme ça, avec un accès très très limité à des agents de santé animale. Ce qui engendre un manque pas de surveillance des maladies, pas de détection, pas d'alerte, d'où émergence des épisodes aussi. Pas de soins, pas de conseils, pas de prévention, des éleveurs qui n'arrivent pas à monter en technicité. Donc c'est ce cœur-là de la problématique à laquelle AVSF s'attaque. Donc on peut passer à la diapo suivante. Qu'est-ce qu'on fait nous, à VSF, depuis des années, avec notre réseau VSF international, on forme des auxiliaires communautaires de santé animale. Donc, c'est un peu l'agent du dernier kilomètre, comme on dit. C'est celui qui va être sur le terrain et qui va être en lien avec les services vétérinaires, avec les vétérinaires privés qui sont en général plutôt basés à la périphérie des bourgs ou de la petite ville locale. Ces auxiliaires communautaires de santé animale, ce sont des éleveurs qui sont formés spécifiquement à faire un certain nombre d'actes et de services, à rendre un certain nombre de services aux familles, et qui sont sous contrôle des vétérinaires publics et privés, qui ont un mandat, leurs actes sont contrôlés et sont réglementés. Voilà, donc ils sont formés à faire un certain nombre de diagnostics, à détecter les maladies principales et les plus graves, à faire de la surveillance et de l'alerte, un certain nombre de soins et de prévention. Ils sont formés au bon usage du médicament. Ils accompagnent les familles dans la bonne pratique d'élevage et donc prévenir plutôt que guérir, des conseils en zootechnie, des conseils en alimentation pour augmenter la performance des élevages. Ils sensibilisent leurs pairs et c'est le référent local sur toutes les questions d'élevage. Et donc, c'est vraiment un maillon qui permet de réduire l'ensemble des risques qu'on a évoqués tout à l'heure. Le chemin actuellement, ces auxiliaires, nous, on les accompagne de plus en plus sur la formation à l'approche One Health. On les accompagne de plus en plus au bon usage du médicament. Et on les accompagne de plus en plus à être des conseillers d'élevage, c'est-à-dire ne pas être seulement là pour faire un diagnostic, un traitement, donc ne pas être entre guillemets des vendeurs de médicaments, puisque c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est des meilleures pratiques d'élevage pour une meilleure prévention, pour une moindre utilisation du médicament, une meilleure utilisation du médicament, un meilleur contrôle de cette utilisation. Du coup, on travaille aussi dans les zones où on intervient sur tout ce qui est remède traditionnel et tout ce qui est utilisation de plantes ou de savoirs traditionnels dans le soin aux animaux. Donc ça, on renforce ça depuis quelques années. Les auxiliaires de communautaires de santé animale, on en forme depuis 40 ans. Et actuellement, on ouvre les formations et on enrichit les formations de cette approche One Health dans une approche plus globale et plus préventive. On a prévu du coup là le visionnage d'un petit témoignage d'une éleveuse qui a été accompagnée à Madagascar par des APPSA. Donc à Madagascar, on appelle maintenant nos agents communautaires, on les appelle les agents de proximité en production et santé animale. Donc ils sont avant tout des conseillers d'élevage
qui vont aider à améliorer les performances des élevages et qui vont accompagner les éleveurs dans la prévention avant tout. Ils peuvent aussi utiliser du médicament quand cela est nécessaire, mais ils vont avant tout être dans le conseil, l'amélioration technique et la prévention. On peut écouter l'éleveuse qui témoigne de ce que lui a apporté son APPSA. Je m'appelle Rafan Zanahar, j'habite à Amboï-Manjous-B. Je suis une mère bénéficiaire du projet Sanuva. Il y a quelques mois, la PPSA nous a formés sur les techniques d'élevage de poulets. Il nous a donné des formations sur le bâtiment d'élevage. Il nous a expliqué qu'il est important de respecter les critères de confort des animaux. Il faut également séparer les animaux par classe d'âge. Il faut toujours nettoyer l'habitat et tous les matériels. On a aussi reçu des formations sur l'alimentation. Il faut leur donner des aliments énergétiques comme le maïs, des aliments riches en protéines comme les poudres de poisson séchées ou les insectes, et des aliments riches en vitamines et minéraux comme les légumes. Pour protéger les animaux contre les maladies, il faut les faire vacciner. Il nous a aussi appris que pour déparasiter les poulets, on peut utiliser l'ail, et le piment les aide à combattre le froid et leur donne une tonicité. Depuis que j'ai arrêté de laisser en divagation mes poulets et que j'ai appliqué ces formations, j'ai vu qu'il y a moins de pertes. Mes poulets grandissaient plus vite, et je vois qu'ils sont plus résistants. Ils sont moins malades. Du coup, je n'utilise plus aucun produit chimique au sein de mon élevage. Voilà pour ce témoignage. Pour terminer, j'allais dire, on rentre dans une nouvelle phase, un peu une nouvelle ère des auxiliaires communautaires de santé animale, parce que maintenant ils bénéficient d'un cadre d'exercice qui est formalisé et qui est validé par l'OMSA. Donc l'OMSA, c'est l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc ces agents communautaires sont reconnus. Et puis, on bénéficie d'une méthodologie qui a été consolidée par 40 ans d'expérience de notre réseau VSF International. Donc, on a travaillé il y a 2 ans sur la production de ce guide qui permet à tout un chacun de s'inspirer et d'apprécier les conditions de réussite de l'installation des agents communautaires. Donc, on rentre dans une nouvelle ère parce que cette formalisation permet maintenant aux États des pays dans lesquels les systèmes d'agents communautaires sont pertinents de les déployer avec ces cadres d'installation. Donc, voilà. Et puis, à présent aussi, on a inscrit ces démarches-là et on a inscrit dans les programmes de formation des auxiliaires la démarche One Health, donc une vue un peu plus large des choses avec de la prévention, des agents communautaires de santé animale qui sont en lien avec les agents communautaires de santé humaine à la base dans les villages, donc plus de communication entre les deux santé. Et surtout une formation au One Health où le médicament n'est pas la première chose à faire, mais d'abord l'enrichissement des pratiques, d'abord la prévention, pour ne pas risquer d'augmenter encore la résistance aux antimicrobiens, aux antiparasitaires et la pollution des milieux. Voilà, j'en ai fini. Je crois que le temps est écoulé pour vous présenter ce qu'on fait sur la santé animale avec les auxiliaires. Merci beaucoup. Merci Sabine pour cette présentation. C'était important pour nous aussi de voir tous ces piliers de une seule santé et de voir comment ils interagissent
entre eux. Et donc cette présentation que vous nous avez faite vient voilà clôturer un petit peu cet état des lieux. Je vous invite vraiment toutes et tous à aller consulter les documents qui sont produits par VSF, parce qu'il y a vraiment une mine de ressources où que vous soyez dans le monde, ça vous sera utile. Alors il nous reste un petit quart d'heure et vous avez commencé à poser quelques questions. Je vous propose de vous les remonter, de vous les partager, et puis ensuite que ce soit Sabine, Emmanuel, bien sûr Lucille et Thibaut, vous pourrez apporter vos réponses. On a eu une première question à laquelle, si vous ne voulez pas répondre, je pourrais donner quelques éléments sur la question de la protection des marchés agricoles européens. Est-ce que cette protection, elle est détournée, contournée par les accords commerciaux internationaux comme ceux qu'on a signés avec le Canada, avec le Mercosur ou l'Australie, et demain avec celui que l'Union européenne signera peut-être avec l'Inde. On a une question sur à partir de l'exemple d'Ecofi, donc la plateforme multi-acteurs sur le café. Comment est-ce que on peut créer ces cadres de dialogue qui soient favorables entre les parties prenantes, producteurs, secteur privé, décideurs publics, en sachant que c'est pas toujours facile et qu'il y a effectivement des contradictions, et il y a aussi une question de concurrence et de compétition. Je vous livre aussi une question qui nous est parvenue dans le chat, plutôt dans la partie questions-réponses par Malamine Ouattara, sur un sujet qui est essentiel, et je pense que ce soit Emmanuel, Lucille ou peut-être même Sabine, vous pourrez répondre aussi. Le fait que derrière les transitions vers des systèmes agricoles qui par exemple, utilisent moins de produits phytopharmaceutiques, phytosanitaires, ça demandait un travail supplémentaire, ça demandait des dépenses plus importantes en termes de salaire, en termes de travail, parfois aussi d'avoir recours à une main-d'œuvre familiale. Et donc la question était comment est-ce qu'on peut aussi accompagner ces transitions? Est-ce qu'il y a des innovations techniques, numériques? Est-ce qu'il y a aussi un enjeu clé autour de la rémunération des producteurs? Comment est-ce qu'on rémunère ces transitions, ces transformations, cette action pour les biens communs? Lors du congrès mondial de la Luzerne qui s'est tenu il y a quelques mois en France, on a eu des présentations sur justement comment est-ce qu'on intègre certaines productions et comment est-ce qu'on rémunère aussi par des différents systèmes les producteurs qui produisent donc ces luzernes, donc ces aliments pour l'alimentation animale, parce que ça a des effets positifs sur l'environnement, avant aussi d'avoir des marchés pour l'alimentation animale ou humaine. Je vous propose de prendre ces quelques questions. Est-ce que on commence par rebondir sur celle-ci, peut-être sur la question de la main-d'œuvre, de comment est-ce qu'on fait en sorte de créer des systèmes de production qui soient pas trop pénibles pour les producteurs, et comment est-ce qu'on rémunère? Peut-être Emmanuel, tu veux commencer, parce que tu as commencé à nous parler aussi des liens que vous avez avec les agriculteurs dans la Drôme notamment. Oui, bah les liens directs pour nous, c'est aussi le but, c'est qu'ils en trouvent une juste rémunération aussi dans leur travail. C'est un fair trade nord-nord, comme on dit. Ce que fait aussi certaines coopératives avec qui on travaille, qui sont engagées sur des labels fair trade. Donc oui, ça nous semble super important. Et puis en fait, nous, les agriculteurs avec qui on bosse, alors c'était le cas notamment des premières années avec qui on travaillait avec eux, avaient pas fait de légumineuses. Donc en fait, il y avait aussi une incertitude au niveau des rendements. Du coup, les premières années, on a pu les accompagner aussi financièrement là-dessus. Donc oui, c'est dans cette manière-là en fait qu'on a pu les accompagner. Merci Emmanuel. Lucille, est-ce que tu veux rebondir sur cette question du travail? J'ai vu que tu avais répondu à certaines questions dans le chat, donc n'hésite pas aussi à apporter des éléments ici. Au niveau du système complet, c'est difficile de répondre. Nous, après, dans le cadre de la thèse, c'est soutenu par la métropole. Et en fait, la métropole souhaite créer des fermes semencières pour distribuer des semences paysannes gratuitement aux agriculteurs de la métropole qui souhaitent cultiver ça. Donc, il y aurait, entre guillemets, le gain sur le coût de la semence. Et après, dans les faits, la métropole aimerait
soutenir la consommation de légumineuses bio dans les restaurations collectives, mais c'est encore très flou de la manière concrète dont ça va être appliqué. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Sabine. Alors peut-être voilà, sur les éléments liés à l'importance de à la main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour la santé animale? Peut-être que on a des éléments là-dessus. Et puis une autre question sur les enjeux de formation de formateurs. Est-ce que AVSF forme des maîtres formateurs pour faciliter la mise à l'échelle de la méthode partagée? Donc peut-être on peut revenir là-dessus pour que ce soit bien clair. En tout cas, on a une vraie demande d'information à ce sujet. Je vais peut-être commencer par la formation de formateurs. Alors ciblé sur le sujet santé animale, les systèmes de formation de ces auxiliaires de santé animale passent par des formations de formateurs. C'est-à-dire on va former en général les vétérinaires et les agents de l'élevage de ces pays-là à former les auxiliaires de santé animale. On a aussi travaillé, pour élargir sur la formation de formateurs, AVSF a mis en place un guide de formation d'alternatives aux pesticides et de meilleur usage des médicaments vétérinaires. Et donc c'est une formation de formateurs qu'on a déployée dans plusieurs pays, qui s'adressait à un panel d'acteurs assez variés, avec un guide de formation très détaillé pour qu'il soit à même de déployer la formation. Voilà un petit peu à quoi je pense quand on parle de formation de formateurs dans notre domaine. Et la deuxième question, Mathieu, je suis pas sûre d'avoir tout à fait compris, c'est la main-d'œuvre. Oui, alors en fait là, on était peut-être plus sur les variétés, enfin sur les espèces végétales. Quand on passe par exemple dans des systèmes où on utilise moins d'herbicides, donc moins de produits phytosanitaires, ça se traduit par une hausse de la main-d'œuvre parce qu'il faut, ou alors un investissement dans des outils, dans des machines. Est-ce que sur la santé animale, les transformations, les transitions, forcément aussi requièrent soit plus de main-d'œuvre, soit peut-être plus de formation et d'accompagnement? Je dirais que sur l'élevage, ce qui est parfois un frein, c'est le bâtiment, c'est l'habitat des animaux et du coup l'investissement qu'il faut y mettre. Alors c'est en général des habitats assez simples avec les matériaux locaux, mais malgré tout, dans certains contextes, ça peut représenter un investissement assez fort au démarrage, et puis un petit peu de travail collectif à faire. Et également un peu les freins parfois aux techniques d'élevage, j'allais dire améliorées, plus productives. C'est parfois le travail, parce que garder les animaux dans des bâtiments fermés ou enfin même extérieurs, mais en tout cas éviter que les volailles ne divaguent dans la journée, c'est un des conseils premiers pour arriver à augmenter un peu la production. Ça évite la prédation, ça évite la mortalité, ça permet de contrôler l'alimentation et de distribuer une alimentation de qualité, mais tout ça augmente le temps de travail à passer. Donc, ce temps le coût d'investissement, le temps de travail à passer sont forcément des facteurs de choix pour les agriculteurs, les éleveurs qu'on accompagne dans leur choix d'investissement et leur choix de système. Donc, c'est pas évident. Les améliorations proposées ne sont pas forcément, même si elles peuvent apporter plus de rentabilité, ne sont pas forcément choisies, parce que dans le système, on n'a pas le temps, on va pas pouvoir investir du temps pour aller couper de l'herbe pour les vaches et les garder à l'intérieur. Il vaut mieux les laisser divaguer ou même accompagner par un berger la journée, plutôt que de faire le travail de coupe de l'herbe et de le ramener. Donc, ces questions-là de main-d'œuvre et d'investissement sont au cœur des choix de ces systèmes agricoles qu'on accompagne.
Merci Sabine, d'autant plus au cœur des transitions que voilà les systèmes aussi de polyculture élevage sont des systèmes clés pour la santé globale et pour les transitions et les transformations agricoles. Avant de conclure avec un petit mot rapide, Thibaut, est-ce que tu veux bien répondre à la question sur les consortiums comme Ecofi ou comme les autres qui ont été notamment accompagnés dans le cadre de l'initiative Prétag sur la banane ou le cacao? Ouais, merci, merci Mathieu, et merci pour cette question. Effectivement, elle est intéressante, et c'est vrai qu'elle pourrait être assez contre-intuitive. Et en tout cas, pour répondre à cette question dans le contexte d'Ecofi et plus largement de Prétag, le pari du CIRAD, ça a été de transformer justement les intérêts divergents qui étaient mentionnés en objectifs communs, et en structurant leur réflexion autour de 3 points. D'abord, c'est le tiers de confiance. Le CIRAD s'est positionné au centre de ces réflexions et au centre de ce consortium d'acteurs privés comme étant un tiers de confiance neutre, et une certaine crédibilité scientifique des chercheurs du CIRAD. Et donc ça permet déjà d'animer un dialogue de confiance et relativement fiable. Et à partir de ce moment-là, il y a des échanges entre les différentes entreprises privées qui constituent ce consortium. Il y a donc des échanges d'informations, de pratiques, éventuellement une co-construction. Et ça permet aussi d'avoir un échange plus équilibré, et à la fin d'avoir un objectif commun, parce que finalement toute la filière a intérêt à avoir des modes de production plus durables. Et le troisième point, c'est l'ancrage opérationnel, grâce notamment à des sites pilotes, au déploiement d'essais sur le terrain, qui ont finalement qui permettent d'avoir des preuves de concept assez visibles. Et donc ça permet de mettre un petit peu tout le monde sur le même sur le même plan. Et il se trouve que pour Ecofi, ça a été un vrai succès. Alors je sais pas si c'est le cas dans absolument tous les consortiums qui sont montés. J'entendais Lucille tout à l'heure parler effectivement de la construction d'un consortium. Peut-être y a-t-il eu d'autres freins, d'autres limites, mais en tout cas ça a été le pari du CIRAD sur Ecofi, et qui a été plutôt bénéfique. Merci Thibaut. Alors on arrive quasiment au terme, il est 13h28 et vous avez été absolument parfait, chers panélistes, dans le respect des timings. Alors avant de conclure, peut-être juste apporter un petit point de complément à la question qui a été posée sur la protection et les accords commerciaux. Alors la protection du marché agricole européen, aujourd'hui, elle n'a pas disparu, mais elle est plutôt progressivement rognée par l'accumulation d'accords bilatéraux. Donc il y a un vrai enjeu aussi sur la place du multilatéralisme. Les grandes organisations internationales comme l'OMC ou d'autres qui sont des fabriques à normes internationales, qui sont aujourd'hui parfois un peu en panne, avec des systèmes de contrôle et de gestion qui sont aussi un peu plus au ralenti. Donc chaque accord bilatéral ouvre un peu plus le marché européen à des produits qui sont issus de systèmes de production dont la compétitivité n'est pas la même, parfois avec des normes différentes. Ils sont ouverts aussi parfois en contrepartie d'avantages pour d'autres secteurs. Je pense que vous voyez bien ce à quoi je fais référence. Face à cela, la Commission européenne, elle tente quand même de mettre en œuvre et de mettre en route des quotas limités, des clauses de sauvegarde. Mais aujourd'hui, la vraie question autour notamment de ces clauses miroirs, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre concrètement ça, quel impact cumulé sur les filières sensibles et sur la souveraineté alimentaire de ces accords commerciaux. Écoutez, voilà, c'était une réponse assez rapide. Je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe de la Fondation pour votre présence aujourd'hui. Nos panélistes, bien sûr, Thibaut Soyès qui est chargé de projet à la Fondation Farm, Lucille Saint-Mont qui est donc doctorante en sélection variétale participative au CRBA à Lyon et à l'ISARA.
Emmanuel Brier, qui est cofondateur d'Ari & Co, et Sabine Patricot, qui est chargée de programme élevage, santé animale et santé publique vétérinaire à AVSF. Ce webinaire arrive à son terme. Je voudrais juste, en une phrase de conclusion, peut-être vous dire que derrière ce concept de une seule santé, de One Health, on a beaucoup parlé de technique, mais voilà, derrière cette neutralité technique, il y a de véritables enjeux économiques, mais aussi des enjeux géopolitiques autour de la santé et de l'alimentation, puisqu'on a à la fois des États, des organisations régionales, des grandes entreprises, des petites entreprises et des petits producteurs, également de l'agriculture familiale, des institutions financières qui se trouvent au cœur d'interdépendances, autour de ces interdépendances entre les différentes santé. Et aujourd'hui, j'apprécie beaucoup ce qui a été dit dans le chat sur l'enjeu d'accompagner, de soutenir les agricultures familiales, parce qu'elles sont encore trop aujourd'hui contraintes à des situations d'insécurité alimentaire, alors que ce sont elles-mêmes qui produisent l'alimentation et notre nourriture. Et elles se trouvent en raison de conflits, en raison du changement climatique, en raison de la sous-dimension des systèmes de protection, de gestion des maladies, des systèmes vétérinaires ou des soutiens publics. Elles se trouvent en concurrence, elles se trouvent aussi dans des situations extrêmement difficiles. Donc on va finir sur un appel, parce que derrière ce sommet à Lyon, c'est avant tout un nouvel espace de coopération, pas un espace de confrontation, mais un espace de coopération autour d'objectifs communs, de garantir ces biens communs que sont la santé des plantes, des écosystèmes, la santé humaine et la santé des animaux. Merci à tous pour votre présence. Vous pourrez retrouver les actualités de la Fondation sur notre site internet, et à très bientôt. Bon après-midi à tous.